sens, pour moi, c'est le résultat d'une pratique, d'une exposition à la réalité sur la durée. Et il n'est pas que paysan, d'ailleurs. La répétition du geste. La répétition du geste. Vous allez voir un chaudronnier qui a fait 1000 fois le même geste, il s'est trompé je ne sais combien de fois, et il se trouve qu'au bout d'un moment, ce geste devient inné. C'est une forme d'intelligence, et c'est une intelligence extraordinaire. Elle joint un savoir-faire et de la créativité. C'est les deux en même temps. Ça, c'est pour moi du bon sens. Et elle existe dans le monde paysan, parce que le monde paysan est très pratique, et il est au contact de la réalité. Je pense par contre que le bon sens est probablement plus difficile à acquérir dans des domaines plus abstraits. Plus on est déconnecté de la réalité matérielle, selon moi, plus j'ai de la peine en tout cas à imaginer comment le bon sens en sortirait. Mais si on veut maintenant revenir à une société qui ne soit pas simplement dans une vision totalement noire, sans avenir nihiliste, il va vraiment falloir faire un travail qui est d'abord intérieur sur la culpabilité. Parce qu'on est tous habités par ça. Tous. Et c'est comme ça qu'on nous tient. Je pense qu'il n'y a pas mieux que de planter tout ce qu'on a envie et toutes les pratiques agricoles par passion, parce qu'on y croit. Mais entre planter des arbres par culpabilité ou planter des arbres par passion, je t'assure que ton champ n'aura pas du tout la même gueule à la fin. Parce que c'est par amour qu'on fait les choses. Deux ans et demi après mon premier épisode avec Mathias que j'avais réalisé à distance, je vous propose un reportage en 2 épisodes à la rencontre de Mathias Fay qui vous partage à cœur ouvert le domaine de la pêcherie, premier producteur de kiwi bio suisse, où en tant qu'ingénieur, il doit faire des choix dans un contexte complexe, à la fois au niveau agronomique, climatique, économique, bref, sociétal. Ça, ce sera pour l'épisode 104 que vous pourrez écouter juste après. J'enregistre cet épisode en hiver, en plein cœur des manifestations agricoles. Dans quelques instants, Mathias nous partage son regard sur une crise agricole et sociétale qui arrive à son paroxysme, et en quoi cela est dû à une volonté de contrôle technocratique de quelques-uns, et comment nous pouvons garder notre alignement en cultivant notre santé mentale et physique, notre bon sens et notre lien au vivant. Cet épisode a été enregistré avec mon vieux micro en février. J'ai eu quelques soucis et mon son n'est pas idéal. Je vous invite à écouter cet épisode sans casque pour une écoute plus agréable. Je m'excuse et je vous souhaite une très belle écoute. En octobre 2021, je t'interviewais en visio. Aujourd'hui, j'ai enfin la chance de pouvoir te rencontrer en vrai, dans ton milieu naturel, entre kiwi, montagne et lac Léman. Le cœur de notre échange à l'époque, c'était comment, en tant qu'agriculteur, en tant qu'être humain, on peut se reconnecter à la joie, puisque tu venais de donner une conférence avec Louis Fouché qui s'appelait « La joie au temps du corona ». Donc je conseille les personnes qui nous écoutent à écouter l'épisode 31 ou 32, je crois. Tu me confiais à l'époque que tu n'as jamais su quoi faire de ta vie, et c'est assez rigolo de réécouter ça parce que finalement, c'est peut-être ça qui t'a permis d'avoir autant d'expériences de vie et d'être passionné par autant de choses. Donc tu as été ingénieur en télécommunications, tu as créé un centre de yoga et méditation, tu gères un domaine agricole qui produit 80% des kiwis de Suisse, et tu produis sur tes terres familiales prunes et noix. Et tu es aussi papa. Et il y a 2 raisons qui me donnaient envie de faire un nouvel épisode avec toi. La conférence que tu donnes en ce moment qui s'appelle CO2, gaz de la vie, et la crise agricole actuelle, qui est plus qu'une crise agricole, évidemment. Et ce que j'avais envie de te poser comme première question, un petit peu brise-glace, est-ce que tu peux me parler d'un moment particulièrement fort que tu as vécu dernièrement à la ferme, qu'il s'agisse du domaine de la pêcherie ou des terres familiales? Bon, c'est un classique. Pour moi, le moment le plus fort, c'est toujours la récolte.
pas sans surprise, mais c'est vraiment le couronnement de l'année, en particulier sur ce domaine où on fait que du kiwi. Donc c'est le seul moment où, en fin de compte, on récolte le fruit d'une année. C'est aussi le moment où il y a beaucoup de monde. On était 22 à travailler sur le domaine à ce moment-là. Donc c'est un mélange de gens qui viennent de partout, de France, d'Espagne, Portugal, Italie. Il y avait même quelqu'un qui venait d'Afrique. Donc on avait vraiment, c'est un moment d'effervescence, de joie. Et puis il se trouve qu'on a eu une magnifique récolte en plus. Donc il y a vraiment quelque chose un moment fort de l'année. Moi j'aimerais qu'on se concentre là vraiment sur cette conférence en fait, CO2 gaz de la vie, et tout ce qui tourne autour, parce que finalement c'est un titre que tu as donné mais qui te permet d'ouvrir plein de sujets, je pense. Qu'est-ce qui a changé dans ta perception du monde et aussi dans ta vie depuis qu'on s'est interviewé, que je t'ai interviewé la dernière fois, octobre 2021, donc ça fait 2 ans et demi? Ouais, ça va être un peu paradoxal, mais en même temps, je suis plus confiant alors que je sais qu'on rentre dans des phases plus mouvementées. Donc, je pense que ce qui nous a accompagnés depuis cette dernière interview nous montre en fait l'effondrement en cours de toutes nos structures, tous nos systèmes. Ils tombent les uns après les autres. Donc d'un côté on ressent cette peur, et d'un autre côté c'est magnifique parce qu'en fin de compte, personnellement je l'ai souhaité depuis longtemps, parce que ça fait longtemps que je ne crois plus à ces structures, que je perçois leur corruption complète. Donc c'est difficile de l'accepter, en même temps on l'a demandé, que ce système ne puisse pas continuer pour qu'on se mette gentiment à mettre en place la suite. Donc c'est réjouissant et en même temps inquiétant. Donc, d'où le fait que c'est un peu paradoxal. Je dirais que le côté le plus positif, c'est que je trouve que de plus en plus de personnes s'affirment justement. C'est-à-dire qu'il y a un terreau aujourd'hui qui permet que beaucoup de personnes tout à fait ordinaires, pas les célébrités ni les gens qui passent dans les médias, mais apparaissent, qui sont des vrais, authentiques, et qui commencent à ne plus se laisser compter ce qu'ils doivent faire de leur vie. Et je trouve que c'est extrêmement réjouissant, et en fait c'est ça la base d'une société. Donc en fait on se porte mieux qu'avant, même si économiquement et à plein d'autres niveaux en fait c'est des moments difficiles, et c'est pas fini. Ce qui m'a amené à proposer ce thème-là et de m'exprimer sur ce sujet-là, c'est que, comme je pense beaucoup de personnes, j'ai été très marqué, et cela depuis une vingtaine d'années, par un constat de ce qu'on fait à la Terre et aux vivants de façon générale, de la diminution de tout ce qu'on peut observer au quotidien. Moi j'ai grandi dans une zone de Suisse romande qui était marécageuse, et je me souviens que quand j'étais enfant, je sortais des seaux de grenouilles, des différents regards qu'il y avait dans les champs. Aujourd'hui, j'en trouve plus aucune. Je devais me protéger des moustiques quand je me promenais dans les champs. Aujourd'hui, je ne vois plus de moustiques, de même pour les oiseaux et tout le reste. Donc, cette prise de conscience qu'il y a un problème extrêmement grave et profond, il date d'il y a très longtemps. Et une vision de fin de monde, de fin d'humanité a commencé à prendre place, accompagnée d'une forte culpabilité. Et je sais que ça a marqué de nombreuses années par le passé. Je dirais que depuis 3 ans, il m'est apparu que, en fait, il y a superposition de différentes choses. Je considère que la sensibilité au vivant, l'envie de cultiver le vivant, dans le sens cultiver dans l'observation en soi, mais aussi de l'environnement qu'on voit, et dans mes pratiques agricoles, ça n'a pas changé. Par contre, ce que je constate, et je pense que la crise du Covid a été un révélateur à ce niveau-là, c'est que la culpabilité qu'on ressent
elle n'est pas authentique. Elle est induite, selon moi. Et c'est pour ça que j'ai commencé à m'intéresser fortement à ce qui est clairement est un narratif, c'est-à-dire une construction, une histoire construite et qui nous est racontée tous les jours. J'entendais actuellement, c'est tous les 2 jours au minimum, il y a un sujet qui traite de façon alarmiste du climat. Et je m'explique, c'est pas qu'on n'a pas de problème. La façon dont c'est envisagé, c'est toujours pour culpabiliser les gens. Donc j'ai commencé à regarder ça d'un peu plus près, sans vous livrer le contenu de la conférence. Ce qui est vraiment intéressant, c'est que c'est une vieille histoire qui est construite de façon très intelligente, qui comprend les biais cognitifs de l'être humain, mais pour nous amener quelque chose qui n'a absolument rien à voir avec l'écologie, au contraire. Et on le voit à l'œuvre. C'est pour ça que depuis 50 ans, on a des mouvements écologiques, mais qui n'arrivent jamais à leur fin. Mais ça n'a jamais été le but, selon moi. Parce que l'écologie, selon moi, là où j'en suis dans ma compréhension, c'est principalement une écologie intérieure. Parce qu'en tant qu'individu, c'est là où on a du pouvoir. Et quand on vous dit que vous êtes coupable de la fin du monde, selon moi, une des raisons pourquoi on a cette chape de plomb actuellement en Europe, c'est qu'on culpabilise les gens de façon permanente. Vous n'avez plus le droit de faire quoi que ce soit. Et on l'a vu à l'œuvre sous un autre prétexte. Vous allez rester à la maison dorénavant. Vous n'allez plus bouger. Vous n'allez plus consommer. Vous n'allez plus voir qui que ce soit. Et on utilise simplement une autre histoire pour vous faire rester à la maison, pour vous faire arrêter de vivre. Ce qui est particulièrement intelligent ou machiavélique, à chacun de voir, c'est qu'on utilise une authentique sensibilité au vivant, qui est tout à fait justifiée, nécessaire, et que je ne mets en rien en cause. Le problème, c'est qu'on détourne la sensibilité justifiée à ce qu'on fait à la vie, et on la détourne pour en créer un système totalement technologique. Cherchez l'erreur. Je me permets de t'interrompre. Moi, je me fais l'avocat du diable en t'écoutant. Je pourrais me dire, dire que le CO2 c'est le gaz de la vie, c'est un prétexte pour polluer encore plus, émettre encore plus de CO2, etc. Du coup, comment trouver cet équilibre entre le fait mais de pas avoir un trop gros impact, et en même temps ne pas se laisser entourlouper par ceux qui nous disent justement de pas. Alors, c'est pas très clair. Mais... Pour moi, c'est un peu je refais cette analogie avec le Covid parce que là, on a un peu de recul. Et je trouve très intéressant si on observe, admettons, c'était une problématique de santé. On est d'accord que le bon sens paysan qu'on aime bien, j'imagine, dans une problématique de santé, qu'est-ce que le bon sens nous recommanderait de faire ? En général, quand on a un problème de santé, c'est qu'il faut prendre des mesures qui sont bonnes pour la santé. Par exemple, c'est de sortir et de se bouger. Donc il faut bouger, il faut respirer de l'air frais, il faut manger sain, il faut faire des activités qui nous mettent en joie, il faut rencontrer du monde. Et bizarrement, c'est tout ce qu'on nous a interdit de faire. Donc si on s'occupait de notre santé de façon authentique, on aurait fait l'inverse de ce qu'on nous a proposé. Maintenant, on prend cet exemple pour l'écologie. Si on prend quelque chose de simple, de mesurable et de très clairement identifiable, comme par exemple tous les toxines qu'on retrouve dans l'eau qu'on boit. Il n'y a pas de débat là-dessus, on est d'accord ? C'est problématique, on le sait. Donc, c'est simple, mesurable, et d'ailleurs, l'ensemble de ces molécules sont effectivement issues de l'activité humaine, uniquement. Ça, c'est simple à circonscrire, c'est simple à définir, même si les conséquences économiques peuvent être complexes en termes de culture aussi. Si on prend donc une analyse de l'eau, on va trouver plein de choses qui ne devraient pas y être. On sait d'où elles viennent,
On sait comment changer ces pratiques. Est-ce qu'on le fait? Est-ce que, depuis que tout le monde se focalise sur l'écologie, les partis verts ont le vent en poupe, est-ce que vous avez vraiment vu des actions très claires, simples, précises, visant à diminuer la pollution? Ça, c'est d'un côté quelque chose de simple et de clair. Mais il se trouve que, par exemple, le CO2, moi je dis gaz de la vie, parce que ce gaz était là bien avant qu'il y ait quoi que ce soit comme activité industrielle humaine. D'ailleurs, dans l'histoire géologique du monde, la plupart du temps, la concentration de CO2 était supérieure à ce qu'on a aujourd'hui. Donc, la vie était présente bien avant que l'humanité n'apparaisse, et le CO2 était déjà là. Et d'ailleurs, c'est une des briques fondamentales du vivant. Et donc, je ne suis pas en train de dire que tout le gaz sorti d'un pot d'échappement, par exemple, est bienfaisant pour tout le monde. Mais en l'occurrence, si on veut vraiment authentiquement s'attaquer aux causes humaines et 100% humaines des problématiques environnementales, il y a des cibles où on ne peut pas se tromper. Nos eaux sont bourrées de plastique. Est-ce que vous avez vu la moindre mesure qui a été prise pour qu'on arrête d'utiliser du plastique pour des choses absolument inutiles? Je n'en ai pas vu. Donc, moi je prétends que le CO2 est un excellent moyen de soumission parce qu'il mélange deux choses. Un authentique besoin de respecter le vivant avec quelque chose qu'on peut détourner. C'est très simple. Ce qu'on va nous imposer, on le sait, c'est à l'agenda, c'est d'ailleurs avoué ouvertement, c'est une taxe sur le CO2. Le CO2 étant le principal échange entre les êtres vivants. C'est une réalité. Ils sortent maintenant les premiers articles dans la presse où on dit la respiration humaine est responsable de 0,1%. Avant, c'était les rots et les pets des vaches. Maintenant, c'est les rots et les pets des humains. C'est-à-dire que c'est l'un et l'autre. Parce qu'on oui. Continue à prétendre que c'est les rots des vaches qui posent problème. Et on a une COP où des dizaines de milliers de personnes se retrouvent pour discuter de climat dans des environnements totalement artificiels. Et c'est tous ces gens qui se rencontrent sont évidemment ceux qui laissent la plus grande empreinte de pollution, de consommation et d'excès sur la planète. Et c'est eux qui culpabilisent. C'est exact. C'est-à-dire que vous avez le même schéma a existé il y a 500 ans, ça s'appelait le catholicisme par exemple. Il y en a eu d'autres, hein, je ne vise pas. On vous culpabilisait de vivre, mais vous pouviez vous décharger de la culpabilité en payant une petite taxe. Aujourd'hui, vous avez votre compensation de CO2, vous ne savez pas où ira cet argent, mais vous achetez une bonne conscience. La culpabilité a toujours bien fonctionné, en Europe en particulier, parce que dans le monde, il suffit d'aller voir ailleurs. Je ne dis pas que tous les autres font juste, mais cette culpabilité semble être particulièrement développée sur notre continent. Peut-être qu'on a une histoire qui nous prédestine à utiliser un peu les mêmes outils de façon répétitive dans l'histoire, mais en faisant mes recherches, j'ai vraiment découvert qu'il y a tromperie. Est-ce que tu peux nous donner des exemples de choses qui sont dans l'agenda justement et qui sont liées à ce truc de changement climatique, vraiment, on nous abrutit avec ça et on en profite pour faire passer des choses, faire passer des lois, mettre en œuvre des projets qui sont soi-disant climate friendly, tu vois. Est-ce que tu peux nous donner des exemples de projets De façon générale, je trouve quand même que c'est bon de rappeler que si on a une société occidentale et en l'occurrence européenne qui peut se permettre aujourd'hui d'avoir un discours sur l'environnement, c'est parce que on a en fait les moyens de le faire. Si vous allez dans des pays pauvres, malheureusement, mais il n'y a pas les moyens de parler d'environnement. Quand vous avez besoin de vous nourrir, je vous assure que la problématique environnementale, elle n'existe pas. Et c'est encore le cas dans de nombreux coins de ce monde. C'est une économie développée
qui peut se permettre de penser à l'écologie. Et il se trouve que les mesures actuelles prises, et l'exemple le plus brillant du moment, c'est l'Allemagne. L'Allemagne est en récession et l'Allemagne est en train d'être désindustrialisée. Elle va se retrouver, ça va prendre du temps, parce que c'est des cycles qui prennent beaucoup d'années, mais l'Allemagne va se retrouver, d'ici quelques années, dans une situation où elle ne pourra plus se permettre ce qu'elle fait aujourd'hui. Et quand on ne pourra plus se permettre tous ces programmes, on ne fera plus d'écologie. Et c'est pour ça que je prétends qu'il faut trouver un équilibre. Bien sûr qu'on doit faire mieux, c'est une évidence. Mais est-ce que quand systématiquement on vous impose des mesures, est-ce que c'est vraiment pour les raisons annoncées officiellement ? Je pense que le passé récent devrait vraiment nous inciter à nous poser des questions. Qui nous parle ? Qui nous oblige ? Qui nous impose des mesures ? Est-ce que ces gens nous montrent l'exemple ? Et on peut parler par exemple de l'actualité agricole. Par exemple. Est-ce que toi tu as un peu suivi ce qui se passe et quel est ton regard que tu poses en tant que directeur d'un domaine agricole ? En Suisse, bien sûr, mais c'est un peu... Je l'ai suivi depuis un certain temps, d'abord au Canada, et puis ensuite aux Pays-Bas, l'Allemagne, la France. En Suisse, c'est un peu plus calme pour l'instant. On verra si ça change. Je pense qu'il y a de multiples raisons de cette colère. À la base, elle est principalement économique, parce que en Suisse comme ailleurs, les agriculteurs sont la catégorie de la population la moins payée, qui est celle qui travaille le plus. Donc, on voit déjà qu'il y a une injustice, alors que on aime dans les médias dire que l'importance qu'a l'agriculture, elle est évidente vu que c'est elle qui nourrit la population. Donc il y a déjà une problématique, mais qui dure depuis probablement des siècles. Donc à un certain niveau, rien de nouveau sous le soleil. Ce qui a beaucoup augmenté ces dernières années, c'est que là aussi, sous des formes de politique qui, selon moi, cherchent principalement à s'acheter une bonne conscience, on impose aux agriculteurs des mesures qui parfois peuvent être justifiées, mais qui ne sont appliquées que en Suisse ou en Europe, qui diminuent la production. Et la production qui diminue dans ces pays est simplement remplacée par des importations. On n'applique pas du tout ce qu'on impose à la population locale ou aux paysans locaux. Donc c'est une injustice profonde. Parce qu'en fin de compte, pour des raisons, selon moi, principalement mercantiles, on est tout à fait d'accord de sacrifier les paysans. Pendant un certain temps, je pense que la population paysanne n'était peut-être pas consciente que c'était un programme politique. Mais ces dernières années ont rendu cela de plus en plus apparent. En Suisse, on en est à 45% d'autosuffisance. Et vu qu'on n'a pas de nouvelles surfaces agricoles à disposition en Suisse, par contre on continue à bétonner, forcément que la part d'autosuffisance va diminuer. Avec de l'écologie à outrance, on va simplement diminuer encore la part de production indigène. Alors tout le monde se dit écolo, mais on veut manger local, mais on fait tout pour ne plus produire local. Cherchez l'erreur. Ouais. J'étais en train de penser à une citation que je vais retrouver qui explique bien que la base de la santé d'une ferme, c'est évidemment son sol, mais c'est aussi son porte-monnaie. Et qu'en imposant des normes environnementales, on détruit les fermes et donc on favorise la bétonisation ou l'agrandissement de fermes qui vont devenir des usines avec des ouvriers et des tracteurs sans pilote. Hein. L'usine John Deere de je sais plus quel pays d'Europe construit des tracteurs sans pilote. En gros, là, ce qu'on est en train de dire, c'est que c'est super important de soutenir les agriculteurs, les paysans, les fermes, et de ne pas leur mettre un coup de poing en plus qui va les faire disparaître.
Moi, je pense que c'est vraiment fondamental de dire les choses telles qu'elles sont, mais durant le Covid, tous les marchés à la ferme ont connu un essor important, donc on se réjouissait et on a eu droit à de nombreux articles de cette belle prise de conscience de la population. Il se trouve que la prise de conscience, on peut la mesurer aujourd'hui, c'est-à-dire que les marchés à la ferme sont retournés au niveau de 2018-2019. Donc prise de conscience, manifestement, s'il y en a une, elle est timide. Tout le monde veut s'acheter une belle conscience. Et selon moi, c'est principalement dû au fait qu'on est devenu totalement matérialiste. Et on est culpabilisé, donc quand on est culpabilisé, on a envie de s'acheter une conscience. Exact. Et c'est ce qui nous reste. Et c'est pour ça que c'est un levier tellement puissant. Et le réchauffement climatique, réchauffement clairement observé, il n'y a pas de doute, mais est un outil d'asservissement absolument parfait. C'est intéressant d'ailleurs cette expression s'acheter une conscience. Je n'avais pas réalisé. C'est ça. Et c'est dans nos gènes. On connaît ça depuis des siècles. S'acheter une conscience. Et c'est pour ça que ce système fonctionne si bien. Autant j'ai été tellement pris là-dedans. Donc je ne jette la pierre à personne. Je le connais. J'ai tellement cru à tout ça. Mais si on veut maintenant revenir à une société qui ne soit pas simplement dans une vision totalement noire, sans avenir nihiliste, il va vraiment falloir faire un travail qui est d'abord intérieur sur la culpabilité. Parce qu'on est tous habités par ça. Tous. Et c'est comme ça qu'on nous tient. Encore une fois, il y a une structure de pouvoir à qui cela permet de mettre en place le contrôle le plus important. C'est le contrôle de l'ensemble des ressources. Et c'est un programme clairement défini, il suffit d'aller lire l'agenda 2030 et de ne pas regarder les pictogrammes, mais les descriptions, les textes, les lois qui sont votées. Il n'y a rien de caché. C'est un programme absolument ouvertement admis qui vient de tout en haut et qui gentiment se diffuse dans l'ensemble des gouvernements et en particulier en Europe. L'agenda 2030 de l'ONU. De l'ONU. Donc les gens peuvent aller trouver ça sur Internet. Il suffit d'aller sur le... Donc l'agenda 2030, il y a des buts, il y en a 17. Ces buts sont déclinés aujourd'hui dans la plupart des gouvernements du monde. Officiellement, c'est plus de pauvreté, tout le monde mange à sa faim, la santé pour tous. Donc, qui pourrait avoir quoi que ce soit à dire contre ces objectifs? Mais la réalité, une fois que vous décomposez la jolie histoire et que vous regardez les effets concrets, c'est par exemple la fin de l'agriculture paysanne. Pour la remplacer concrètement par un mix qui sera d'immenses exploitations robotisées, de fermes verticales et d'imprimantes 3D pour de la viande. Okay. Faut nommer les choses. C'est important de les nommer et cet épisode paraît juste après celui de Louis Fouché, ou avant, je ne sais pas dans quel sens je vais les mettre, mais sur traverser la peur. Parce que là, moi j'entends parler de ces sujets depuis longtemps, mais peut-être qu'il y a des personnes qui nous écoutent, qui découvrent et qui se disent « Oulala, je vais éteindre ce podcast, ça me fait peur, je préfère enfouir ça sous un tas de pierres et ne plus le regarder. » Et en même temps, quand on s'est appelé la dernière fois, tu m'avais dit « Si tu mets trop ton attention sur la destruction du monde, tu te coupes de ton énergie, tu ne pourras pas faire ta part, tu n'es pas responsable de tout ce qui se passe. Si tu n'arrives pas à remonter dans l'énergie de la vie, tu tombes dans la mort. » Et tu as cité Marc Aurèle qui dit « Mon Dieu, donne-moi le courage de changer ce que je peux changer. » Alors il ne s'arrête pas là. Hein. Et que la sagesse réside dans la capacité à faire la différence. Donc en gros, de discriminer entre sur quoi puis-je agir et quels sont les sujets sur lesquels je n'ai aucune prise. Et du coup, de se focaliser là où j'ai une prise. Et c'est bien le sujet
Le climat, vous n'avez aucune emprise. Ni toi, ni moi, ni qui que ce soit qui nous écoute n'a la moindre emprise sur le climat. C'est simple, clair et net. J'ai un exemple très simple. Si la France applique les mesures qui sont prévues, donc le zéro carbone, donc le net zéro en 2050, ça aura un impact de 0,001% sur le climat. Autant dire rien. Donc vous pouvez, vous, les 60 millions de Français, prendre ces mesures, vous n'aurez aucun impact. Zéro. Même si vous étiez tous d'accord de faire tout ce que le gouvernement vous dit. Donc individuellement, parce que c'est bien ce que Marc Aurèle dit, il parle à l'individu, il ne parle pas à la collectivité. Donc un agriculteur à la tête de 500 hectares, s'il peut couvrir ses sols, capter du carbone, etc., il n'a pas d'impact. Il n'aura aucun impact sur le climat, lui, individuellement. C'est une évidence. Mais si tout le monde le fait. Mais est-ce que tout le monde va le faire? Je veux dire, est-ce que tu es allé voir aujourd'hui dans d'autres pays du monde? Tu imagines que parce que tu montres l'exemple, que tout le monde le ferait. Et je sais qu'en Europe, on pense qu'on est l'exemple du monde, mais c'est pas vrai. Les gens ne nous regardent pas comme un exemple. Il faut arrêter avec ça. C'est une forme de néocolonialisme, hein, de penser que tout le monde nous regarde comme des exemples à suivre. Je suis d'accord, mais là où je suis pas tout à fait d'accord avec toi, c'est que par exemple, moi, quand je plante des arbres, avec de la joie, ou un agriculteur qui fait de l'agriculture de conservation des sols et qui met des mélanges de couverts végétaux géniaux et tout ça, il capte du carbone dans son sol. Il y a des endroits aux États-Unis, par exemple, où ça a été démontré que le passage à l'agriculture de conservation, à la couverture des sols, a changé localement le climat. Mais, Valine, je suis 100% d'accord avec toi qu'il faut faire ce genre de choses. Okay. C'est juste la grande différence, et c'est là où je ne pense pas que c'est utile, c'est de passer par la culpabilité. Parce que, c'est bien ce que je dis. Non, parce qu'il y a des gens qui vont nous écouter, qui vont prendre leur SUV tout de suite et puis repartir faire. C'est quelque chose qu'on reproche souvent, et on me l'a dit quand je me suis permis de faire cette critique du narratif du CO2. Il se trouve que dans la salle, il n'y en a pas un seul qui est sorti qui allait s'acheter un SUV. Ça c'est de la projection, on appelle ça. Mais dans les faits, pour revenir sur ce que tu disais, moi aussi, je plante des arbres par passion. Mais je pense qu'il n'y a pas mieux que de planter tout ce qu'on a envie et toutes les pratiques agricoles par passion, parce que on y croit. Mais entre planter des arbres par culpabilité ou planter des arbres par passion, je t'assure que ton champ n'aura pas du tout la même gueule à la fin. Parce que c'est par amour qu'on fait les choses. Et c'est pas par culpabilité. La culpabilité génère des guerres. Et on est en plein dedans. Donc c'est vraiment le moment de faire ce travail sur soi. Et moi, je prétends que l'écologie, la seule qui nous appartienne vraiment, en reprenant Marc Aurèle, c'est l'écologie de soi. Comment est-ce que je me projette dans ce monde? Si c'est à partir d'une base de culpabilité, ce ne sera jamais bon. Il n'y aura pas de résultat. Tout ce qui est créé de beau et qui a perduré dans l'humanité est parti des sentiments et des vibrations les plus hautes et pas les plus basses. Et c'est pour ça que, juste qu'on se comprenne bien, je suis pour toutes les pratiques écologiques, mais issues d'un bon niveau. Et actuellement, les obligations, je ne sais pas depuis quand les gens pensent que c'est les obligations qui créent les belles sociétés. Les lois, les restrictions. On est dans le mille. Qu'est-ce qui fait que on arrivera à passer à ce monde d'après? Est-ce que c'est parce que quelques-uns, ou peut-être même un jour une intelligence artificielle décidera pour tout le monde? Enfin, c'est bien vers ça qu'on va. Le but de l'agenda 2030 de l'ONU, c'est de créer une forme de structure technocratique mondiale qui définit qui a droit à quoi. Il n'y a pas d'autonomie, il n'y a pas de souveraineté individuelle. Quelqu'un ou quelque chose décidera à ta place et à la mienne. Alors justement, je reviens à cette idée de la peur qui peut commencer à monter à l'intérieur de certaines personnes qui écoutent ça et qui aussi, quand je t'entends, c'est des sujets qui m'angoissent un peu. Très sincèrement, même si je travaille beaucoup mon ancrage
Et justement, on parlait tout à l'heure, hors micro, malheureusement, au bord du lac Léman, du bon sens paysan. Tu es né dans une ferme. Ouais. Tu as passé ton enfance à t'occuper, à aider ton père. Oui. À capturer des campagnols. Ouais, comme un à traire des vaches. À traire des vaches. Ouais. Donc, est-ce que tu peux nous dire ce que c'est pour toi le bon sens paysan et est-ce que c'est utile aujourd'hui de faire appel au bon sens? Parce que tout le monde n'a pas un bon sens paysan puisqu'il n'y a plus beaucoup de paysans. Alors, ouais, c'est un sujet que j'aime beaucoup parce que on voit que depuis de nombreuses années, mais ça va crescendo, on utilise la science pour soumettre les peuples. Et la science étant le résultat dont on peut à juste titre être très fier de notre développement, de nos cultures, de nos sociétés. Mais on voit qu'on arrive à un stade où on peut utiliser la science pour asservir un peuple, voire tous les peuples. Et du coup, qu'est-ce que individuellement, parce que comme on le disait avant, en fin de compte, c'est le seul niveau où on a réellement une emprise. Qu'est-ce que nous, on peut faire aujourd'hui? Est-ce que moi, aujourd'hui, je peux connaître tous les sujets, je ne sais pas moi, les problèmes liés au génie génétique? Est-ce que j'ai cette capacité? Non, je ne l'ai pas. Est-ce que pour autant, je peux avoir un avis sur le sujet? Est-ce que je peux m'exprimer même en tant qu'individu sur le sujet? Eh bien, pour moi, je pense que, hormis la connaissance scientifique d'un sujet en particulier, je pense qu'il y a autre chose qui est aussi une forme d'intelligence. Et tu abordes le sujet du bon sens. Le bon sens, pour moi, c'est le résultat d'une pratique, d'une exposition à la réalité sur la durée. Et il n'est pas que paysan, d'ailleurs. La répétition du geste. La répétition du geste. Les artisans, on aime tous les artisans qui ont cette capacité. Vous allez voir un chaudronnier qui a justement de la pratique, qui a fait 1000 fois le même geste, il s'est trompé je ne sais combien de fois, et il se trouve qu'au bout d'un moment, ce geste devient inné. C'est une forme d'intelligence, et c'est une intelligence extraordinaire. Que d'ailleurs, selon moi, cette capacité, elle joint un savoir-faire et de la créativité. C'est les deux en même temps. Il y a de l'intelligence là-dedans, mais ce n'est pas une intelligence raisonnée. Ça, c'est pour moi du bon sens. Et il existe dans le monde paysan, parce que le monde paysan est très pratique, et il est au contact de la réalité. Je pense par contre que le bon sens est probablement plus difficile à acquérir dans des domaines plus abstraits. Je suppose qu'il existe partout, mais plus on est déconnecté de la réalité matérielle, selon moi, plus j'ai de la peine en tout cas à imaginer comment le bon sens en sortirait. Oui, parce que le bon sens quand même nous implique d'être reliés. Oui. À des choses, des aspects concrets. Parce que le rapport avec le concret nous ramène à une réalité, pas celle qu'on cultive dans nos pensées, mais celle qui est extérieure à nous. Tu peux nous donner un exemple de bon sens que toi tu as? Je sais que tu parlais des campagnols, c'est quelque chose que j'ai fait depuis que je suis enfant, et que aujourd'hui, instinctivement, quand je me promène dans un champ, quand je vois des taupinières, je sais qui habite dedans. C'est-à-dire que la taupinière faite par une taupe ou par un campagnol n'a pas la même forme. Et si on regarde la structure de la terre, on sait quand elle a été faite. On sait aussi le nombre d'individus qu'il y a dedans. À force de l'avoir fait, on sent les choses. J'ai pas besoin de réfléchir. Je peux continuer à parler avec toi, je le vois quand même, je le sais quand même. Je n'ai pas besoin de réfléchir à quelque chose. Alors on parle là, ça c'est peut-être pas encore du bon sens, mais c'est un exemple de comment on arrive à pouvoir lire en fait le vivant. Et on sait très bien que un pêcheur, par exemple, c'est la même chose. Comment les pêcheurs
les bons pêcheurs qui connaissent ils connaissent la mer, ils savent à quel moment il faut sortir du port et où il faut aller. Et ils l'ont fait tellement de fois il commence à y avoir une connexion avec ce vivant-là. Qu'est-ce que tu conseillerais à quelqu'un qui écoute ça, qui a envie d'avancer avec ces idées-là, de pratiquer son bon sens, son intuition, de ressentir, je sais pas, de se dire est-ce que ce que je fais aujourd'hui c'est lié à une manipulation de masse ou est-ce que je fais aujourd'hui c'est vraiment ce qui est bon pour moi? Est-ce que je peux pratiquer le bon sens, la connexion à mon intuition pour prendre mes décisions et mettre en œuvre une agroécologie véritable? Alors, bon, les conseils, c'est toujours des questions délicates. Mais un message, en tout cas. Ouais, un message, je préfère. Ce que j'ai envie de dire, c'est que dans un monde où systématiquement on nous impose la vision d'un spécialiste expert à travers un média qui est censé avoir la connaissance, moi j'aimerais proposer une vision à peu près à l'opposé, qui est l'intelligence, elle n'est pas localisée, elle est en tous, elle est accessible à tous, elle s'exprime à travers tous. Et par conséquent, ce que j'aimerais transmettre, c'est que vous pouvez avoir confiance en vous. Vous êtes une fraction de l'intelligence inouïe qui anime ce monde, chacun. Et donc, plus qu'à d'écouter les autres, écoutez-vous vous-même. Écoutez ce que l'intelligence, allez, on va l'appeler universelle, dit à travers vous. Elle vaut plus, selon moi, que celle qui est donnée par la parole de quelqu'un qui s'exprime sur un canal quelconque. Et dans un monde où on sait très bien qu'il y a une forme de guerre de l'information et une guerre d'occupation des esprits, que ce soit par des smartphones ou autres, je trouve aussi que c'est très beau parce que ça nous mène à reconnaître l'importance de cultiver ce qui se passe en soi, nos propres perceptions, nos propres perspectives. Ça va être le cœur, en fait. C'est l'enjeu même, selon moi. L'intelligence artificielle va nous amener à ça. Quand tout sera un jour produit par quelque chose d'artificiel, qu'est-ce qui restera de réel? Et comment est-ce qu'on fera la différence? Ce sera en revenant à soi, uniquement. Et c'est ce qui est beau, d'ailleurs, dans ce processus. Et d'ailleurs, pour le dire vraiment comme je le ressens, ils n'ont qu'une chance de gagner. Temporairement, peut-être qu'ils marqueront quelques victoires. Mais sur le long terme, leur vision d'imposer un artificiel complet est vouée à l'échec. Comme quand ça l'a été. C'est cette vision de quelques-uns qui ont manifestement trop de pouvoir aujourd'hui. Et cette vision totalement dystopique, il y en a eu d'autres dans l'histoire. Comment accepter la partie très destructrice à l'œuvre? Comment accepter tout ce qui est détruit en ce moment? Pour faire une analogie paysanne, il y a des processus de destruction qui sont nécessaires. Le compostage en est un bel exemple. Mais c'est pour faire simple, mais dans les faits, on ne peut pas changer de société si on n'enlève pas les constructions qui ont fait leur temps. On ne peut pas continuer toujours à empiler les couches. À un moment donné, il faut aussi supprimer les structures. Et c'est ce que je souhaite, par exemple, à l'agriculture, qui croule sous le poids administratif, les réglementations. Moi, je souhaite qu'une chose, c'est qu'on revienne à quelque chose de beaucoup plus simple. Quelque chose où... Ce qui n'est pas évident à entendre pour des gens qui sont à la tête de fermes de 500 hectares et qui... Administrativement, je pense qu'ils seront très heureux si on leur simplifie leur vie. Oui, mais... Y compris si on ait 50... Il y en a qui ont la corde au cou quand même. Qu'on ait 5 hectares ou 500 hectares, je pense que personne et que ça soit d'ailleurs en agriculture ou ailleurs, comment se fait-il qu'on est arrivé à un système où une grande partie du système s'effondre sous son propre poids? Je suis d'accord, mais ce que je veux dire, c'est que moi j'ai un copain qui
qui a une centaine d'hectares et qui a des cochons en batterie, il croule sous les dettes. Il peut pas s'arrêter en fait. Alors, sinon sa maison est hypothéquée. Quand je disais la partie destructrice, je parlais pas évidemment de détruire les structures familiales ou les fermes. Ce que je disais, bon, en l'occurrence, on ne sait pas, on ne maîtrise pas la destruction. Hein. Oui, c'est ça. Et je suis d'accord. Et peut-être que ça me touchera moi individuellement. C'est tout à fait possible. On n'est pas à l'abri de ça. C'est ça. Mais il n'y a pas de processus, selon moi, sociétaux, où à un moment donné, où une part de destruction de vieilles structures qui ne tiennent plus, bah oui, et c'est absolument malheureux, je ne le souhaite à personne, mais quand on est dans une phase de déclin, comme on l'est clairement actuellement en Occident, il y a destruction de structures, je l'espère étatiques. Par exemple, dans le sens, une construction qui ne sert plus à grand-chose, c'est plus que du contrôle en fait. C'est des lois qui sont mises en place pour que des gens puissent ensuite en contrôler l'application et ainsi de suite. Mais est-ce que ça amène quoi que ce soit à la société ? Ben non. Nos différents pays ajoutent réglementation sur réglementation et plus personne n'a même la moindre capacité de connaître l'ensemble des réglementations. On va arriver à une destruction de ça. Selon moi, le plus important, et c'est ce sur quoi moi je mets beaucoup d'attention en ce moment, c'est garder évidemment la base, donc la santé physique et la santé mentale. C'est dans un processus d'effondrement, on risque de perdre peut-être même nos fermes, probablement tous nos moyens de subsistance pour certains, mais c'est pas pour autant qu'on a disparu, on est toujours là. Et si on est suffisamment ancré, ben on passera ce cap-là aussi. Hein. Et c'est pour ça que cette santé intérieure, elle est primordiale. Et c'est ce qui doit être préservé avant tout. Rester sain d'esprit, parce que dans un monde malade, en processus d'implosion, c'est le point le plus important. Tu parles depuis une place juste pour moi parce que tu as ce côté businessman, hein, tu es à la tête d'une entreprise où tu me disais que tu as fait 40 bulletins de salaire l'année dernière, tu as les pieds sur terre et en même temps tu es connecté à l'importance, j'allais dire la tête dans les étoiles, mais c'est pas du tout péjoratif, c'est plutôt cette idée d'être connecté à plus grand et de savoir que quoi qu'il arrive, le plus important c'est comme tu dis d'être sain d'esprit et de se dire que quoi qu'il arrive, la seule personne sur laquelle on peut compter c'est nous et qu'on a vraiment besoin de prendre soin de nous, quoi. Si soi-même on n'est pas sain de corps et d'esprit, on ne peut même pas s'occuper de notre entourage et des gens qu'on aime. C'est simple, concret, et pourtant... C'est l'histoire du masque à oxygène. Et pourtant, on a tendance à l'oublier. Et malgré tous les soucis qu'on a chacun financiers, il se trouve qu'en ce moment, que ça soit dans nos pays ou ailleurs dans le monde, il y a des millions de gens qui sont en train de perdre tout ce qu'ils ont. Que ce soit pour un tremblement de terre, une crise économique, une dictature ou je ne sais, une guerre. Et pourtant, beaucoup de ces gens vont se relever et vont reconstruire une vie basée sur autre chose. Ce qui est constant, c'est ce qui habite ces corps. On a tendance à l'oublier, mais c'est ça qui est, en fin de compte, le cœur de ce qui est vécu. Le reste, c'est des expériences extrêmement douloureuses parfois. C'est certain, et malheureusement pour nous, on est dans une phase où on va plutôt être dans les expériences compliquées et parfois douloureuses, mais selon moi, pour nous ramener vraiment au cœur de ce qu'on est. Et ça, c'est pas quelque chose de négatif, au contraire. C'est-à-dire qu'on revient à la partie la plus importante, et c'est en plus celle qui nous appartient vraiment. Donc en fait, dans ta conférence,
Tu parles un peu de tout ça, je pense, en fonction aussi des gens qui posent des questions et tout ça. CO2, gaz de la vie, c'est une entrée pour parler de l'autonomie de soi, en fait, du fait de redevenir autonome dans ses propres décisions. Moi, j'aimerais terminer cet épisode en un dernier message que tu aurais à donner aux personnes qui auraient tendance, après cette écoute, à peut-être aller faire d'autres recherches et peut-être à un peu se laisser emporter par découvrir un peu ce qui est à l'œuvre et ce que disait Louis Fouché hier en conférence, nourrir le monstre. Moi, j'ai des amis qui passent leur temps à chercher des vidéos sur Macron, sur le gouvernement, sur toutes les personnes qui sont en train de vouloir avoir beaucoup trop de pouvoir, comme tu dis. Enfin, qu'est-ce que tu donnerais comme message pour à la fois être conscient de ce qui se passe et en même temps, c'est un podcast qui s'appelle Agroécologie voyageuse. C'est un peu éloigné aujourd'hui du domaine de l'agroécologie, mais il y a beaucoup de gens qui ont envie de planter, d'œuvrer dans un monde où l'agriculture paysanne est vraiment pas du tout soutenue. Et en même temps, il y a des choses très très belles qui arrivent. Tu vois, il y a ce monde qui émerge aussi. Il y a un équilibre entre tout ça. Bon, ma question est encore une fois pas très claire, mais peut-être que tu vois ce que je veux dire. Disons que sur le premier point, de se nourrir et de se nourrir de toute cette information négative qui peut littéralement nous plomber, je sais que moi j'ai passé par des phases de ce type-là et qu'elles ont aussi été nécessaires. D'aller au fond jusqu'à ce que j'en puisse plus de regarder tous ces trucs-là et puis que j'arrête parce que j'en étais arrivé au bout de moi-même avec ça. Si c'est ce que les gens ont besoin pour en fait créer cette reconnaissance que le monde extérieur ne nous définit pas. Oui, ça peut passer par d'autres choses. Ça peut être nécessaire de passer par là. Donc j'ai aucun avis ni conseil là-dessus. Alors, comment vous sentez-vous après avoir écouté cet épisode ? Je vous invite à prendre juste un petit moment pour ressentir ce qui se passe à l'intérieur de vous. Si vous souhaitez m'encourager à continuer à développer mon travail, vous pouvez me soutenir sur mon Tipeee Agroécologie voyageuse. Une autre manière de me soutenir est de mettre 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute et laisser un petit commentaire. Vous pouvez aussi partager cet épisode à 3 personnes qui pourraient être intéressées par ce sujet et suivre le podcast Agroécologie voyageuse sur Instagram. Si vous souhaitez être tenu informé de la sortie des prochains épisodes, je vous invite à vous inscrire à ma lettre d'inspiration agroécologique, le mycélien. Tous les liens sont dans la description du podcast. Prenez bien soin de vous et surtout, n'oubliez pas, ne soyez pas expert, soyez vers de terre.